Attention, information importante. Comme chaque année, je serai au Salon du Livre d'Histoire de Versailles les samedis 22 et dimanche 23 novembre pour interviewer 12 auteurs et pourquoi pas vous rencontrer finalement. Ce festival 100% Histoire, c'est à l'Hôtel de Ville de Versailles, entre autres, de 14h à 18h30. Venez rencontrer les auteurs et pourquoi pas préparer vos cadeaux de Noël, puis aussi vous faire plaisir évidemment. Bon à savoir, l'entrée au Festival Histoire de Lire nécessite la réservation en ligne de votre billet. On se retrouve là-bas, salut. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Le lendemain, il faut reprendre la route, mais avant de partir, Finet donne aux héros de sages conseils au sujet des dangers qui les attendent. Il les met particulièrement en garde contre les Symplegades, ou les roches bleues, des rochers mobiles qui s'entrechoquent perpétuellement tandis que la mer bouillonne autour d'eux. Ces écueils mouvants se referment immanquablement sur les navires qui tentent de traverser le Bosphore. C'est la porte qui s'ouvre sur la mer Noire, qu'on appelle Pont Euxin. C'est en tout cas les Grecs qui les appellent comme ça. Et donc les rochers les écrasent comme une crêpe. Et la seule façon de procéder, leur dit-il, c'est de tenter un premier essai avec une colombe. Si elle parvient à forcer le passage, alors ils auront une chance de passer sains et saufs. Mais si elle échoue, ils ne pourront rien faire d'autre que rebrousser chemin et abandonner tout espoir de retrouver la toison d'or. Les héros s'empressent de capturer une colombe, font leurs adieux au vieux Finet, en le remerciant de ses sages conseils et larguent les amarres. J'ai oublié de vous dire que Finet est aveugle en fait. C'est pour ça que quand je dis il les voit venir, non, il les a entendus venir, mais Finet est aveugle. Ils arrivent bientôt en vue des terribles Symplegades, les fameux rochers. Se frayer un chemin entre ces grands rochers qui ne cessent effectivement de s'ouvrir et de se fermer semble littéralement impossible. Mais il faut passer coûte que coûte. Alors Jason lâche la colombe. Tous la suivent des yeux, fébriles, inquiets. Ils attendent de voir si elle va réussir à passer de l'autre côté. Elle arrive au niveau des écueils, le bout de ses ailes effleure le rocher. Aussitôt, les écueils s'écartent et l'oiseau passe, sain et sauf. Les rameurs se mettent aussitôt en action. Ils forcent l'allure en suivant la colombe. Les rochers s'écartent, les marins rament de toute leur force. Ça y est, ils sont de l'autre côté. Victoire, il était temps parce que juste à ce moment-là, les rochers se touchent et fracassent la poupe du navire. Nos héros échappent de justesse à la destruction. L'Argo est le premier et dernier navire à traverser le détroit parce que aussitôt les roches bleues se scellent à jamais. Un danger de moins pour les marins. Peu après cet exploit, les Argonautes passent au large de l'île des Amazones, les terribles guerrières, filles d'Harmonie et d'Arès. Et beaucoup sont tentés d'accoster pour leur livrer bataille. Ils ont besoin d'action, histoire de se défouler un petit peu. Ça n'aurait pas été sans effusion de sang, parce que les Amazones sont, on le sait, des adversaires redoutables et sans pitié. Mais, le vent étant favorable, Jason estime plus sage de poursuivre la route sans s'arrêter. Et comme ils passent toute voile dehors au large du Caucase, ils aperçoivent au loin Prométhée, le fameux, enchaîné sur son rocher, et entendent le battement des ailes du grand aigle qui se précipite sur le malheureux pour dévorer son foie. Vous connaissez l'histoire. Ils prennent tant de vitesse qu'au crépuscule, ils atteignent enfin la Colchide, le pays où se trouve enfin la toison d'or. Alors ils passent la nuit dans le bateau, dans l'attente de dangers dont ils ignorent encore la nature. Ils ont tous le sentiment qu'ils ne peuvent compter que sur leur seule bravoure. Vous avez l'impression d'un truc, c'est beaucoup trop calme, quoi. Mais dans l'Olympe, Héra, elle, sait précisément quels dangers attendent les valeureux héros. Elle ne peut pas rester sans rien faire. Elle décide d'agir pour leur venir en aide. À contre-cœur, elle demande l'aide d'Aphrodite, la fameuse déesse de l'amour, qui s'étonne quand même d'une telle démarche de la part d'Héra, parce que les deux déesses ne s'aiment pas, c'est pas un scoop. Elle est déstabilisée et flattée quand même que la reine de l'Olympe s'humilie à ce point pour implorer son secours. Et elle promet à Héra de faire tout ce qui est en son pouvoir pour que les Argonautes repartent avec la toison d'or. Et ensemble, elles vont élaborer un plan infaillible, faire que la fille du roi de Colchide, Médée, tombe éperdument amoureuse de Jason et l'aide à s'emparer de la merveille, de la précieuse merveille. Or,
Médée n'est pas n'importe qui. La princesse est également une magicienne redoutable, à la puissance considérable. Oui, ça vous disait quelque chose, Médée. Voilà. Son nom, qui signifie celle qui médite, la savante, la rusée, si vous voulez, possède la même racine que les mots d'aujourd'hui, médicament, médecine. Med, qui signifie comprendre, savoir. C'est celle qui prend des dispositions. C'est celle qui soigne, qui pose des actes décisifs et réfléchis. C'est aussi celle qui connaît les drogues et les antidotes, autrement dit les remèdes. Enfin, elle est la grande prêtresse de la déesse de la magie, la dangereuse Hécate, qu'on appelle la triple déesse parce qu'elle se confond avec Artémis sur terre et la lune dans les cieux. Elle est représentée avec 3 corps ou 3 têtes qui correspondent aux 3 phases de la lune. Elle est aussi la déesse des carrefours, et pour ça, on l'appelle la déesse des 3 voies. En latin, triua. Si Médée use de son immense pouvoir magique en faveur de Jason, elle parviendra sans aucun doute à les sauver. Satisfaite, Héra retourne dans son palais. Aphrodite, elle, ne perd pas une seconde. Elle va trouver son fils Eros et lui promet que s'il fait exactement ce qu'elle va lui demander de faire, elle lui offrira un magnifique jouet, un ballon en or et en émail bleu. Tout content, Eros accepte immédiatement. Il prend immédiatement son arc et ses flèches et vole comme une fusée vers la Colchide. Il arrive au palais d'Éthès en 2 tendres mouvements et se dissimule dans l'ombre. Entre-temps, nos héros se mettent en route pour la ville, pour prier le roi de leur remettre la toison d'or. Héra les enveloppe d'un épais brouillard, ce qui leur permet d'arriver au palais sans être vus. Arrivés devant les grilles, la déesse dissipe brusquement la brume et les gardes, stupéfaits, voient apparaître devant eux cette troupe de beaux jeunes hommes qu'ils n'ont en fait jamais vus. Alors ils les font entrer très civilement, ils vont prévenir le roi de leur arrivée. Éthès arrive aussitôt et leur souhaite la bienvenue. Selon la coutume antique, il ne pose aucune question aux nouveaux venus et il ordonne à ses serviteurs d'allumer de grands feux, de chauffer l'eau pour que les étrangers puissent prendre un bain et se préparer au festin qui est donné en leur honneur. La nouvelle de l'arrivée d'étrangers arrive aux oreilles de la princesse Médée. Curieuse, elle sort de sa chambre, se glisse discrètement dans la salle du banquet. Quand Jason, lavé et vêtu de vêtements propres, entre dans la salle, Eros, toujours caché, décoche une flèche qui va se ficher directement dans le cœur de Médée, où elle allume un feu ardent et sauvage. La princesse se consume littéralement pour le beau Jason. Elle se sent envahie d'une étrange sensation qu'elle n'avait jamais éprouvée jusqu'à présent, une sorte de douce souffrance qui attendrit son cœur. Surprise et décontenancée quand même, elle se retire sans bruit, retourne dans sa chambre, de même qu'Eros qui a rempli son office. Et une fois le repas achevé, Éthès demande enfin à Jason et ses compagnons qui ils sont, et la raison de leur venue. Très courtois, il répond qu'ils sont tous des héros valeureux, bien sûr, issus de familles illustres, et qui plus est, fils et petits-fils des dieux, et qu'ils ont quitté la Grèce pour venir chercher la toison d'or. En échange, ils s'engagent à rendre au roi n'importe quel service, à le débarrasser s'il le faut d'un monstre, ou de lui apporter son aide pour repousser des ennemis éventuels. Pour prendre la toison, il est prêt à faire tout ce que le roi jugera bon de lui demander. Et tout en écoutant ce que lui dit Jason, le roi entre dans une grande colère. Comme les Grecs, il n'aime pas les étrangers, il préfère les tenir éloignés de son pays. Il se dit en lui-même, si ceux-ci n'avaient mangé à ma table, je les tuerais. Alors il réfléchit en silence et il conçoit un projet diabolique. Il dit à Jason qu'il est très ennuyé de ce qu'il lui demande parce que la toison d'or est une merveille de grande valeur, qui lui a été offerte par Phrixos et qu'il ne souhaite nullement s'en défaire. Néanmoins, il ne peut pas en vouloir à des hommes courageux de vouloir le faire et il leur assure qu'il serait prêt à leur céder s'ils prouvent leur valeur. Et je cite, « Et pour mesurer votre bravoure, je ne vous demanderai rien que je n'ai fait moi-même. » Il s'agit ni plus ni moins de mettre sous le joug 2 taureaux extraordinaires qui ont des sabots en airain et qui vomissent des flammes, puis de leur faire défricher un champ. Ceci fait, ils devront semer les dents d'un dragon dans les sillons qu'ils viennent creuser. Mais attention, elles donneront aussitôt naissance à toute une troupe d'hommes armés, jusqu'aux dents, c'est le cas de le dire, qui se jetteront immédiatement sur lui pour le mettre en pièces. Bien entendu, il devra sortir vainqueur de cette lutte acharnée. Tout ça, assure-t-il, je l'ai accompli moi-même et je ne remettrai la toison qu'à un homme aussi brave que moi. Jason
en reste d'abord sans voix. Vous avez un film qui existe, Jason et la Toison d'Or, ou Jason et les Argonautes, je ne sais plus, qui reprend tout ce que je suis en train de vous raconter, qui date des années 60, je crois, qui est très kitsch, mais qui reprend tout ça. Aujourd'hui, ça nous fait sourire. À l'époque, c'était hyper bien fait. Et ça me fait beaucoup penser à ça quand je vous raconte cette histoire. Donc Jason reste sans voix au départ, l'épreuve que lui impose Éthès paraît complètement impossible, bien au-delà des forces de n'importe qui. Seul un dieu pourrait parvenir à faire ça, mais il a promis qu'il ferait tout ce que le roi lui demande pour s'emparer de la Toison d'Or. Alors il n'a pas le choix, il doit relever le défi, et il répond, je cite, « Toute monstrueuse qu'elle paraisse, j'accepte cette épreuve, même s'il est dans mon destin d'y succomber. » Alors il se lève, ramène ses compagnons au navire pour y passer la nuit. Médée, en restant dans sa chambre, a tout vu, tout entendu, grâce à sa magie. Elle est horrifiée, elle, par les terribles épreuves que son père impose à Jason. Elle est tourmentée à la pensée que celui qu'elle aime maintenant va infailliblement être tué, bien sûr. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.